Le point sur les deux courses transatlantiques, l'une à la voile sur mer, l'autre en avion dans les airs. Tennis, la Tchèque Mandlikova remporte la finale du simple dame. La défense du franc, la priorité du gouvernement, les explications de Jacques Delors. Madame, monsieur, bonsoir. Si ça continue, l'Atlantique va devenir aussi embouteillé qu'une autoroute un jour de 1er août. En effet, aujourd'hui, 2 départs de transat, donc, par la mer et par les airs. La première, au départ de Plymouth, 105 concurrents qui arriveront dans 3 semaines environ de l'autre côté, à Newport. Jean Mamère. Pour débuter, le franco-américain Jean Lacombe sur son monocoque, l'un des rares à ne pas être sponsorisé. Tout près suivent Eugène Riguidel et François Coste sur le trimaran, vainqueur de la première transat en double 79. Autres favoris sur leur immense trimaran, les Anglais Cheblis et Robert James, vainqueurs sur ce bateau du Tour d'Angleterre, cet équipage très complémentaire et très au point. Dans un départ difficile qui s'est déroulé finalement par un vent moyen, force 4 à 5, c'est le Français Philippe Poupon, excellent régatier, qui a devancé tout le monde. Un peu plus loin, tout près les uns des autres, luttent Olivier de Kersauzon et le Canadien Michael Birch. Mais pour Alain Labbé, macassé dans un accrochage dont il est responsable, la course est déjà terminée, le temps perdu à Plymouth ne se rattrapera pas. Enfin, le grand favori, Eric Tabarly, est parti très prudemment. Le favori, double vainqueur de la Transat en solitaire, n'a pas voulu prendre de risques. Après 7 heures de course et par un vent d'ouest, les concurrents ont franchi le cap Lizard, ils sont dans l'Atlantique, tous les favoris sont en tête. La seconde course transatlantique, donc par les airs, celle-là. Cette épreuve est organisée pour la première fois. Son départ a été donné en début d'après-midi au Bourget, sur l'aéroport même où Charles Lindbergh s'était posé au terme de la première traversée historique entre les États-Unis et la France. Alain Teller. Le but des 78 participants, accomplir le plus rapidement possible l'aller-retour le Bourget-New York. Sur les 11 000 km de traversée, plusieurs escales sont autorisées en Irlande, Écosse, Canada, Groenland et États-Unis, avec un repos obligatoire d'une journée à New York. Malgré les cockpits bouchés jusqu'au plafond par d'énormes réservoirs supplémentaires, les moins rapides seront tout de même dans l'obligation de se poser pour permettre aux organisateurs d'effectuer le classement en temps compensé. Parmi les concurrents, Louison Bobet et son fils Philippe sur un Beechcraft, aux couleurs d'Antenne 2 notamment, et puis ce Dragon, le Blueway, né en 1937, l'avion favori de Winston Churchill et l'appareil qui permit au général de Gaulle de rallier Londres en 1940. Déjà un abandon, le Piper Turbulence vient de se poser sans casse près de Manchester, victime d'un problème de givrage. Un équipage rencontré précisément il y a quelques heures. Et puis en plus, nous avons amené un sextant au cas où nous ayons une panne de génératrice par exemple. Alors nous mélangeons la partie navigation de Coste-et-Bellante d'il y a 50 ans avec les mystères de l'électronique. Un anniversaire qui ne fait pas la une des journaux aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 37 ans exactement. Le 6 juin 1944 avait lieu le débarquement allié en Normandie, l'offensive qui allait libérer l'Europe et mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale. C'était aussi une extraordinaire aventure technique, des moyens en hommes et en matériel considérables. Monsieur Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures français, était parti à Washington pour présenter en quelque sorte la France de monsieur Mitterrand. Son voyage s'est terminé aujourd'hui après qu'il ait rencontré le responsable de la diplomatie américaine, le général Haig, mais aussi le président Reagan. Le bilan de ce voyage avec notre correspondant aux États-Unis, Philippe Arroy. C'est le président Reagan qui, dans son message au président Mitterrand au lendemain de sa victoire, avait souhaité que des contacts soient pris rapidement entre la France et les États-Unis. Hier, pendant 25 minutes, M. Cheysson a rencontré le président Reagan. Il a vu également le vice-président Bush ainsi que les personnages clés de l'administration Reagan. La Maison-Blanche a accordé un traitement privilégié au chef de la diplomatie française. M. Cheysson a eu 2 entretiens avec son homologue américain, Alexander Haig. Nombre de dossiers ont été ouverts. Il s'agissait non de résoudre les problèmes, mais d'analyser les positions, de clarifier les situations, voire de rassurer. M. Cheysson a-t-il réussi à convaincre ses interlocuteurs américains? Il est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que dès son arrivée au pouvoir, le président Mitterrand et son gouvernement ont défini les grandes lignes de leur politique. Et qu'après cela, Washington a fait savoir qu'elle entendait que la France reste un allié sûr,
indispensable, peut-être même l'allié le plus sûr. Dans ces conditions, il était normal que les États-Unis veuillent peut-être comprendre un peu mieux les positions françaises, ou être rassurés, ou demander des explications sur certains points. C'était le but du voyage de M. Chesson. Et il nous l'a dit, il a constaté un effort remarquable des autorités américaines pour comprendre ces explications, même s'il y a des divergences, car il est bien évident qu'il y a des divergences. Alors ce n'était qu'un premier contact. Il y en aura d'autres. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le ton, le climat entre Paris et Washington est bon. Oui, Philippe Arroir vient de me téléphoner pour me dire que le vice-président des États-Unis, M. George Bush, serait à Paris le 24 juin, c'est-à-dire au lendemain des élections législatives. Pour en revenir à M. Chesson, dans un entretien avec les journalistes, il a confirmé que la principale divergence entre la France et les États-Unis portait sur la hausse du dollar et les taux d'intérêt élevés pratiqués par l'Amérique. Un thème repris cet après-midi par le ministre des Finances, M. Jacques Delors, en campagne électorale à Brive. C'est-à-dire les Américains pratiquent depuis mars 1980, mais avec un regain de vigueur depuis février dernier, une politique égoïste de taux d'intérêt élevés, et ils laissent monter le dollar à des taux excessifs. Toutes les économies européennes souffrent. Ce qui se passe avec le dollar et les taux d'intérêt, c'est l'équivalent d'un troisième choc pétrolier. Mais croyez bien, nous mettrons tout en mesure pour résister, défendre le franc d'un côté et aussi, et cela viendra dans les quelques jours qui viennent, donner à nos entreprises, petites et moyennes notamment, les moyens de continuer à vivre, à investir et à recruter grâce à des interventions spéciales en leur faveur. Le rapport entre ces différents éléments de la situation économique mondiale actuelle et les attaques dont le franc et d'autres monnaies européennes sont l'objet, en ce moment d'ailleurs, nécessite une nouvelle explication ce soir. Vous êtes l'émir d'un pays arabe. Le pétrole que vous avez vendu vous a rapporté une petite fortune, mettons 1 milliard de francs. C'est ce qu'on appelle les capitaux flottants. Comme vous cherchez à les placer, vous regardez quels sont les taux d'intérêt à travers le monde. Et comme les Américains vous servent un intérêt record, vous confiez votre argent à un banquier de New York. C'est normal. Mais si vos capitaux étaient auparavant placés à Londres, à Paris ou à Francfort, vous les transformez en dollars. Et c'est cette opération qui joue contre la livre sterling, le franc ou le Deutsche Mark. Voilà pourquoi le niveau record des taux d'intérêt américains menace depuis des mois la santé des autres monnaies. Car le franc n'est pas seul à être attaqué. Hier, la livre sterling a fait une chute spectaculaire. Mais si Mme Thatcher ne semble pas disposée à la soutenir, les socialistes français, eux, sont déterminés à préserver la parité du franc. C'est pourquoi M. Mauroy, dès son arrivée à Matignon, a relevé les taux d'intérêt en France, 22% contre 20% aux États-Unis. Apparemment, cette mesure a été efficace, puisque le franc se comporte relativement bien par rapport aux autres monnaies européennes. Cela dit, tout le monde doit suivre les Américains et pratiquer des taux d'intérêt élevés, ce qui n'est pas sain du tout, car le crédit devient hors de prix, 31% par exemple, pour acheter une voiture en leasing. Résultat, la consommation baisse, les entreprises investissent moins, la machine économique se ralentit. D'où la mise en garde de M. Chesson, ministre des Relations extérieures, hier aux Américains. En maintenant vos taux d'intérêt à un tel niveau, a-t-il dit en substance, vous portez un coup sérieux à l'économie européenne. Hélas, les Américains ne semblent pas décidés pour l'instant à revenir sur leur politique. Le président de la République, M. François Mitterrand, a chargé l'ancien ministre gaulliste, M. Jean-Marcel Jeanneney, de préparer le prochain sommet des grands pays industrialisés. Une réunion où l'on parlera sans doute des prix du pétrole. La Grande-Bretagne vient de décider de baisser ses prix. Plusieurs pays de l'OPEP pourraient être contraints d'en faire autant ou alors de réduire leur production. Ce qui ne veut pas dire baisse du prix du pétrole, en raison, on vient de le comprendre, du cours actuel du dollar qui est très élevé. En France, le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, en campagne électorale dans l'Ouest, à Nantes, pour parler d'abord de la décentralisation qui est pour lui le moyen de donner aux départements et aux collectivités locales tous les moyens, justement, de leur indépendance. Les Français qui ont élu François Mitterrand, c'est un État qui, pour mieux exercer ses missions de souveraineté, pour mieux garantir l'indépendance et l'unité de la nation, devienne le plus possible un partenaire et le moins possible un maître. Nous savons qu'il n'y a pas de changement possible si l'on ne détient pas le pouvoir d'État. Mais nous disons qu'il ne peut y avoir de changement réel
sans une autre répartition et un autre exercice des pouvoirs et des responsabilités dans l'État, les collectivités locales et les entreprises. C'est tout le sens du projet de décentralisation qui sera, sur le plan des institutions, la grande affaire de ce septennat. Oui, M. Mauroy à Rennes également pour dire qu'il n'entendait pas nationaliser les terres, mais créer des offices fonciers gérés par les agriculteurs tout en respectant le statut du fermage, avec pour objectif de réduire la spéculation foncière et permettre l'installation de jeunes agriculteurs. La médecine aussi, pas question de mettre fin à la médecine libérale pour M. Mauroy, qui propose aux syndicats médicaux de renégocier leurs conventions. Enfin, le dernier grand thème de la polémique de cette campagne législative, la querelle de l'enseignement laïque et privé, querelle artificielle, selon M. Mauroy, qui a pris l'engagement de respecter les droits acquis. Du côté de l'opposition, M. Pinton, délégué général de l'UDF, le gouvernement Mauroy n'a pas 3 semaines d'existence que déjà il court après la confiance comme un chat après sa queue. Et comme il ne parvient pas à l'attraper, le voici qui invente des ennemis aussi mystérieux qu'implacables. Les élections des 14 et 21 juin vont donner lieu à une série d'affrontements plus intéressants que d'autres à suivre, soit par la qualité des candidats ou l'originalité de la situation politique dans certaines circonscriptions. C'est pour cette raison qu'à partir d'aujourd'hui, la rédaction d'Antenne 2 vous propose une série de reportages sur certains points chauds de ces élections. Le premier ce soir, la 4e circonscription de la Marne, Épernay. D'habitude, l'élection se résumait entre un duel entre M. Stasi, UDF, et le Parti communiste. S'ajoute aujourd'hui un trouble fait, le candidat du Parti socialiste, en raison du très bon score réalisé par M. François Mitterrand à l'occasion de l'élection présidentielle. Reportage Gérard Rinet, Dominique Sizinski. Épernay, ville moyenne de 30 000 habitants. Toute sa prospérité est basée sur le champagne. C'est la ville principale de cette 4e circonscription de la Marne, une région à majorité viticole et agricole. Une circonscription qui, le 10 mai dernier, a accordé plus de voix à Valéry Giscard d'Estaing qu'en 1974, mais qui, pour la première fois, a placé les socialistes devant les communistes. Depuis qu'il a perdu son fauteuil de maire d'Épernay, Bernard Stasi ne ménage ni son temps, ni ses interventions, comme ici, dans les milieux viticoles. Son suppléant, un RPR, s'était présenté contre lui au premier tour en 1978. Aujourd'hui, la partie est jouable, nous ont-ils dit, à condition que tous nos électeurs se mobilisent. Bonjour madame, vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Vous voulez un journal? C'est quoi comme journal? J'ai mon journal, vous n'êtes pas obligé de le lire, mais vous avez ma photo. Voilà. Ah, bah je le reconnais. Je l'ai vu à la télévision. Ben oui, vous voyez. Eh ben vous verrez aussi à la télévision. Les Français, le 10 mai dernier, ont choisi François Mitterrand comme président de la République. Il n'est pas question de mettre en cause son choix. Et ils ont aussi exprimé une certaine volonté de changement. Alors la question qui se pose est celle-ci. Quelle va être la politique qui sera suivie pendant le septennat de M. Mitterrand et quelle réponse sera donnée à cette volonté de changement? Ma conviction, c'est que si c'est une majorité socialo-communiste qui l'emporte à l'occasion des élections législatives, ce sera le changement vers le pire. De toute façon, même sur les offices du vin, ils racontent vraiment n'importe quoi. La carte paysanne, Michel Thomas, socialiste, la joue aussi, en prenant pour suppléant un syndicaliste agricole que l'on rencontre ici depuis des années, à chaque tournant de sentier. À 33 ans, ce socialiste tendance CRS est le trouble fait de cette élection. Il est venu se présenter à vous. Voilà, Jean-Noël Ferraille. Le candidat des socialistes dans cette élection est à la fois le candidat de l'efficacité et de l'espoir. De l'efficacité parce qu'il s'agit d'élire une majorité pour permettre à François Mitterrand d'appliquer la politique de changement pour laquelle il a été élu. De l'espoir parce qu'il s'agit de concrétiser la formidable volonté, le souffle de changement qui s'est exprimé au soir du 10 mai. Le troisième homme de cette élection, Jacques Perrin, communiste, maire d'Épernay depuis 1977, ne semble pas avoir été ébranlé par les résultats des présidentielles. Même si les chiffres le donnent derrière le socialiste, Jacques Perrin, dans son fauteuil Louis XV,
de la mairie, fait preuve de la plus grande sérénité. C'est une circonscription dans laquelle, de tout temps, le duel s'est passé entre l'ex-majorité et le candidat communiste. Et je pense qu'il en sera encore de même cette fois-ci. Reste que le candidat socialiste pourrait bien brouiller les cartes du duel habituel, majorité sortante, PC, profitant ainsi de l'effet Mitterrand. Madame Catherine Lalumière, secrétaire d'État à la fonction publique, une interview au quotidien de Paris qui risque de faire du bruit. L'indemnisation des chômeurs relève d'un effort de solidarité nationale auquel tout le monde doit participer, les salariés et les autres, y compris les fonctionnaires. Et c'est là que ça devient intéressant, fonctionnaires qui pourraient être appelés à participer à cet effort par le biais d'une cotisation. Une mesure qui ne pourrait être envisagée qu'après une réforme de la fiscalité réduisant les inégalités, précise Madame Lalumière. Sondage IFOP pour le journal du mouvement de libération de la femme, le MLF, Femmes en mouvement. 21% des femmes qui s'apprêtent à voter pour un candidat socialiste aux prochaines élections législatives avaient voté pour M. Giscard d'Estaing en 1974. 32% des personnes interrogées pensent que les formations politiques qui soutiennent M. Mitterrand défendent mieux leurs droits et leurs libertés, contre 24% en faveur des partis qui soutenaient M. Giscard d'Estaing. Puis enfin, politique. Dernière information, premier voyage de M. François Mitterrand en province. M. Mitterrand sera dans la Drôme mardi prochain. 31 détenus inculpés dans des affaires déférées devant la Cour de sûreté de l'État ont été libérés. Il s'agit de nationalistes corses, basques, guadeloupéens, des membres d'Action Directe également. Qu'annonce cette première vague de libération? C'est la question que Claude Sérillon a posée à M. André Braunschweig, le directeur de cabinet du nouveau ministre de la Justice, Monsieur Maurice. Il s'agit de personnes dont l'instruction est en cours, et c'est seulement au terme de l'instruction que le juge d'instruction verra si les charges rassemblées contre lui sont suffisantes pour justifier le renvoi devant la Cour de sûreté de l'État. Alors vous avez l'intention, le gouvernement a annoncé son intention de supprimer la Cour de sûreté de l'État. Alors ces personnes qui viennent d'être libérées, seront-elles jugées et par qui seront-elles jugées? Bon, alors effectivement un problème se pose. C'est que la Cour de sûreté de l'État sera peut-être supprimée, sera supprimée certainement, mais j'allais dire, mon conditionnel c'était sur l'échéance, j'allais dire à plus ou moins bref délai. Alors si elle est supprimée assez vite, les personnes qui sont actuellement poursuivies, ou qui allaient comparaître, car certaines sont dans ce stade de la procédure, c'est-à-dire que l'instruction est terminée, mais elles ne sont pas encore présentées devant la juridiction. Ces personnes, à ce moment-là, comparaîtront vraisemblablement devant les juridictions de droit commun qui reprendront leurs compétences, c'est-à-dire tribunal correctionnel pour les infractions les moins graves, cour d'assises pour les infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes. Cette loi d'amnistie que vous êtes en train de préparer, sera-t-elle très large? S'étendra-t-elle notamment aux Corses et aux Bretons? Je peux vous dire que la loi d'amnistie sera très large et très généreuse. Et que, forcément, elle comprendra des dispositions qui toucheront aux détenus corses, bretons, et d'ailleurs, pas seulement à ceux-là, à tous ceux, hommes ou femmes, qui actuellement ont fait l'objet de poursuites ou sont déjà condamnés par la Cour de sûreté. Alors peut-on dire que ça touchera plusieurs milliers de personnes qui sont actuellement dans les prisons? Si vous parlez de l'ensemble des petits délinquants, et sans que je puisse vous donner le chiffre, ce que vous avancez comme formule me paraît vraisemblable. Ça peut toucher plusieurs milliers de personnes. À l'étranger, une nouvelle concession à la contre-révolution. C'est en ces termes que l'agence soviétique officielle TASS dénonce la libération de 4 dissidents d'un mouvement polonais libérés hier soir par le gouvernement de Varsovie. À Belfast, les détenus républicains emprisonnés annoncent leur intention d'intensifier leur mouvement de grève de la faim. Par cette stratégie tragique permettrait pour eux qu'il y ait constamment, ou presque, un gréviste de la faim en danger de mort dans les prisons de Belfast. En sport, du tennis, Roland Garros, c'est la Tchécoslovaque Anna Mandlikova qui a remporté la finale des dames aujourd'hui. Une bonne année pour le tennis tchèque, puisque demain, c'est Lindell, lui aussi tchèque, qui sera en finale contre Borg. Henri Bediguet. Anna Mandlikova, 19 ans, c'est la 3e fois qu'elle parvient en finale d'un grand tournoi, mais c'est la première fois qu'elle est sur le point de remporter la victoire dans une manche du Grand Chelem.
Elle a déjà gagné le premier set en 6-2, elle mène 5-4 dans le deuxième. Et pourtant, à chaque fois, elle a très mal commencé chacune des manches en étant largement menée 0-2 d'abord puis 0-4 par l'Allemande de l'Ouest, Silvia Hanika. Et voilà, c'est gagné 6-2, 6-4 pour la jeune Tchécoslovaque qui succède au palmarès à Chris Evert-Lloyd, celle-là même qu'elle a battue avant de parvenir à la finale. Cette nouvelle étoile de la terre battue a une méthode toute simple pour se préparer. Chaque jour, elle fait un footing d'une quarantaine de minutes, le plus souvent possible en compagnie de son père, un ancien sprinter et demi-finaliste à Melbourne. Et bien entendu, 4 heures de tennis. On ne peut gagner Roland-Garros que si l'on est bien préparé physiquement et moralement, a-t-elle déclaré en recevant son trophée. La satisfaction et l'encouragement qu'elle vient de recevoir à Roland-Garros devraient lui permettre de confirmer ses ambitions à l'occasion du prochain rendez-vous, celui de Wimbledon. Il y a un tiercé demain dans le prix du Jockey Club, si je ne me trompe pas, Pierre Bresse. Oui, exactement. Et demain, dans ce prix du Jockey Club, vont s'affronter les meilleurs poulains de 3 ans, c'est-à-dire l'élite de cette génération, sur la distance classique de 2400 mètres. Alors, parce qu'il s'agit d'un championnat, il y aura très peu de concurrents. 12 poulains seulement prendront le départ. Alors, hormis Noluth, le grand favori, il est intéressant de savoir ce que valent certains autres concurrents, comme par exemple Nijinsky Secret, que nous avons vu travailler mardi dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Ce galop fut très décevant. Regardez-le, il finit avant-dernier. À mon avis, c'est un mauvais travail. Il a fini combien là? Oh, il a fini avant-dernier dans son travail, mais c'est la façon qui déplaisante. C'est un cheval qui ne fait pas grand-chose le matin. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'il exagère un peu. Puis j'ai trouvé qu'il avait beaucoup transpiré là. Après Il fait très lourd aujourd'hui. Alors, vous savez, il fait tellement mauvais et froid depuis plusieurs mois. D'un seul coup, le changement de temps, il y a des choses comme les êtres humains qui encaissent moins bien. Mais enfin, son travail ne donne pas beaucoup d'espoir pour dimanche. C'est un cheval qui est en pleine ascension. Il a gagné un tiercé brillamment, comme vous le savez. Ensuite, il a couru le prix Lupin où il est 4e, en finissant très bien, dans un terrain très lourd, ce qui n'affectionne pas particulièrement. Et je pense que là, avec le soleil qui fait, le terrain sera bon dimanche. Et bon, c'est pas le grand favori, mais enfin, il devrait avoir, dans les chevaux qui peuvent battre les favoris, il va être là tout près. Oui, il s'agissait du cheval Bicala monté par Serge Gorly dont nous parlait Patrick Biancon, son entraîneur. Alors mon favori sera Noluth. Il sera le grandissime favori de toute la presse d'ailleurs. Il ne devrait pas trouver beaucoup d'opposition si ce n'est avec Acarad, dont on ne connaît peut-être pas encore toutes les possibilités, ou avec Raotep, le gagnant du prix Ocar. Ensuite, Récitation, bien sûr, le concurrent anglais très estimé de son entourage. Bicala, que vous venez de voir, qui a déjà terminé 2e de Noluth. The Wonder, il risque de trouver la distance un peu longue. Et comme outsider, eh bien pourquoi pas Mariacho. Voilà, je vous rappelle leur numéro. 7, 1, 10, 2, 8, 3 et 9. Ça va aller au bout. Merci Pierrette, vous en êtes la preuve vivante. Le sport hippique s'est ouvert aux femmes et dans tous les domaines, même celui des LAD, comme le prouve ce reportage que vous avez réalisé avec Pierre Moscovitch. Dans le milieu très fermé des courses, de plus en plus les femmes font le poids et n'hésitent pas à battre les hommes sur leur propre terrain. Les entraîneurs leur font de plus en plus confiance, car si les femmes manquent parfois de force, en revanche, elles ont une bonne main, comme l'on dit, pour calmer les chevaux difficiles. Dans une écurie de Maison Lafitte, plusieurs jeunes filles ont choisi un métier très difficile. Elles sont jockeys d'entraînement. Bien sûr, c'est un peu dur de commencer, il faut se lever tôt le matin. Quels sont les horaires? Bien, on commence à 6h et puis on finit vers 12h30. Et puis le soir, on reprend à 5h et on finit à 6h30. Les chevaux sont difficiles à monter? Ici, non. Hein, ils sont relativement faciles à monter. Enfin, parce que vous les faites à votre main, peut-être? Oui, quoi qu'on change tous les jours. Hein, parce qu'on a rarement les mêmes chevaux sans arrêt à monter. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur à l'entraînement? Oh, quelquefois, oui. Par exemple, hier... c'était avant-hier, j'ai sauté et puis disons que j'étais un petit peu embarquée et puis je ne pouvais plus m'arrêter, alors ça fait un petit peu drôle. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Je crois que la peur que j'ai, c'est surtout vis-à-vis de M. Gallerini parce que j'ai peur de me faire disputer. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ce travail? C'est un métier très passionnant que j'aime beaucoup, qui demande beaucoup d'efforts. Et puis en fin de compte, quand on aime beaucoup ce métier-là, je crois que l'effort... on le trouve quand même. Mais votre avenir est limité, non? Ah oui, bien sûr, oui. On peut toujours espérer monter en course. Enfin, moi, personnellement, j'espère monter en course.
Vous pensez que c'est une carrière ouverte aux femmes? Ah, c'est plus difficile hein, que pour les hommes, hein, mais pourquoi pas hein. Le refus des hommes se manifeste de quelle manière? Oh, c'est un petit peu charrié. Disons qu'on entend souvent qu'on ferait mieux d'aller faire la vaisselle, mais enfin... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bah, j'en pense que j'aime les chevaux et puis ça me plaît, alors je vois pas pourquoi je pourrais pas continuer. Combien vous gagnez par mois? Bah, disons que ça dépend, à peu près net, on se fait 3200, mais à cela se rajoutent les pourcentages et déplacements, les sauteurs si on fait sauter les chevaux, puis les heures supplémentaires s'il y en a. Ça fait des mois de combien? Bah, je sais pas, ça peut osciller entre, disons, 3000 et 4500. Cette passion des chevaux, c'est m'est venue toute seule. Personne m'a incité à dire, bah, viens dans ce métier-là. Non, je suis venue moi-même de seule. Qu'est-ce que vous ressentez avec les chevaux? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens, quand j'ai fait un bon travail, je suis moi-même très contente d'avoir bien travaillé. Et ça m'apporte beaucoup. Je suis très contente de moi quand j'ai bien travaillé. J'étais tellement passionnée par les chevaux que je voulais absolument y travailler. Je voulais faire monitrice d'équitation, mais enfin, il n'y a aucun débouché, c'est vraiment pas intéressant. Et dans les courses, quel est le débouché? Bah, le débouché, bon, bah, j'espère bien un jour m'installer chez moi, quoi, en quelque sorte. Comme entraîneur? Oui, ou comme entraîneur, ou alors après je repasserai dans le concours hippique pour faire une écurie de concours hippique, je sais pas encore. Devenir jockey, ça c'est un autre problème, hein, parce que c'est quand même plus un métier de garçon qu'un métier de fille déjà. Pourquoi? Ça c'est eux qui le disent. Oui, mais en tout cas, elle prouve le contraire. 3 informations en bref encore. Le Palais de la Méditerranée à Nice, un cercle de jeux dont on avait beaucoup parlé ces dernières années, vous en souvenez sans doute, a été finalement vendu à un groupe financier koweïtien. Protestation de l'écrivain niçois Max Gallo, qui est aussi candidat socialiste aux législatives à Nice. Max Gallo qui s'élève contre le saccage architectural du patrimoine de sa ville. Les étudiants en médecine d'Angers en sont quittes pour repasser leur examen de première année. Leurs copies ont été mises à la poubelle par un employé de la faculté. Voilà. Les 2 premiers jumeaux, enfin éprouvettes, sont australiens. Il s'agit d'un garçon et d'une fille née à Melbourne. La fille pèse 2,5 kg, elle est en pleine forme. Le garçon lui pèse 3 kg mais souffre d'une déficience cardiaque. La météo de ce week-end de la Pentecôte maintenant avec Laurent Broumel. Oui, les nouvelles sont bonnes puisque au programme, au menu de ce dimanche, du soleil sur pratiquement toute la France, simplement quelques nuages dans le nord. En revanche, ça s'aggravera toujours dans le nord et dans le nord-ouest lundi. Alors, d'abord, les températures relevées aujourd'hui à 14 h par la météorologie nationale. Les températures, les voici, températures de, vous voyez, 16 degrés dans le nord à 28, 29 degrés parfois dans le sud. Un petit peu plus frais tout de même près des côtes de l'Atlantique et de la mer du Nord avec des 15 degrés. Maintenant, les raisons de cette petite fraîcheur du côté de l'ouest, nous allons les voir avec la carte technique que vous avez déjà découvert il y a quelques secondes. Cette carte technique va nous montrer que la France est entourée de nuages, ici, au nord et là-bas. Pas des vraiment très mauvais nuages, mais tout de même des nuages. Et sur notre pays, un anticyclone, une zone de pression plus élevée, ce qui fait que les nuages nous évitent. Alors il y a bien ces nuages-là qui donneront un ciel plus couvert demain matin près des côtes de la Manche, de la mer du Nord et les frontières du Nord et du Nord-Est, ainsi que ceci. Mais dans l'ensemble, le soleil dominera. En revanche, voyez ici cette ligne de nuages qui, dans la journée de demain, tournera, arrivera demain soir sur la Bretagne. Et pour lundi, eh bien, c'est tout le nord-ouest du pays qui sera sous des nuages avec peut-être quelques pluies. Mais revenons-en déjà au temps prévu pour demain dimanche. Donc, je vous le disais, près des côtes de la Manche, de la mer du Nord, frontières du Nord et du Nord-Est, des nuages le matin, mais ils ne sont pas sur cette carte car ils partiront dans l'après-midi pour que le soleil revienne. Quelques risques d'averses, principalement près des côtes de la Manche, mais rien de bien méchant. Partout ailleurs, eh bien, un peu de brume localement le matin. Ensuite, soleil largement prédominant avec simplement quelques passages nuageux. Et puis 2 petits éléments complémentaires. Dans le sud-ouest, sans doute une petite tendance orageuse qui se développera l'après-midi, quelques orages locaux. Et le soir, donc, sur la Bretagne, retour de quelques nuages par le sud-ouest avec un petit renforcement des vents. Dimanche, donc, ce temps plus nuageux envahira le nord-ouest du pays, tandis qu'il continuera à faire assez beau partout ailleurs. Les températures pour demain dimanche, du matin au soir, 11 à 16 degrés le matin du nord au sud-est, de 18 à 26 degrés l'après-midi, température tout à fait de saison agréable avec le soleil. Enfin, l'agenda, demain bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est la Pentecôte.
Voilà, et demain ce sera également par la même occasion à la Saint-Laurence, parce que l'invité de notre journal demain midi sera mademoiselle Laurence Darpy. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est la vedette actuelle des Folies Bergères, paraît-il. Voilà, et tout à l'heure, en fin de journal, ce ne sera pas la vedette des Folies Bergères, mais Hervé Claude, qui juste en sortant du spectacle des Folies Bergères vient à vous présenter le dernier journal. Ça se passera vers 23h30, il faut lui laisser le temps de venir. Au revoir, bonne soirée sur Antenne 2, à demain.